l'Institut africain de formation en droits humains, au nom de l'Action internationale pour la paix et le développement dans la région des Grands Lacs, je vous souhaite la bienvenue aux Nations Unies et dans cette salle 27 où nous allons débattre pendant 2 heures, de 16h10 jusqu'à 18h10, sur un pays qui n'est pas n'importe lequel, un pays qui a donné la première bombe atomique qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. Un pays qui a été au cœur des rêves de tous les panafricanistes, de Georges Padmore à Aimé Césaire jusqu'à Frantz Fanon, qui en a même fait le revolver, la gâchette du revolver Afrique. Un pays qui malheureusement marche à genoux, un pays qui retourne à la nuit malgré de vastes et fabuleuses potentialités, tant au niveau du sous-sol, du sol, humain, halieutique et sur tous les registres des minéraux. Non, je vous fais l'économie des citations. Chers collègues, Excellences, Mesdames, Messieurs, nous allons parler pendant ces quelques 2 heures qui sont devant nous de ce pays qui aujourd'hui est la risée du monde entier. Ce pays qui nous a vu naître, ce pays qui aujourd'hui nourrit la contrebande mondiale des minéraux, un pays dont certains ont fait la capitale mondiale du viol, un pays blessé, un pays outragé. C'est la raison pour laquelle nous avons donc, en tant que société civile, pris la responsabilité de nous lever, comme le peuple congolais est en train de le faire au cours de ces 2 dernières années, de façon significative, spectaculaire, pour faire entendre la voix de la raison, du bon sens, face à l'occupation, face à la collaboration, parce que certains Congolais ont jugé utile de tendre la main à l'occupant pour arrondir les fins de mois. Parce que certains Congolais, dont le cœur est si fermé et si dur, plus que la pierre, ont préféré rester insensibles aux pleurs qui montent des 4 coins du Congo. Mais je vous salue et je salue à travers vous ceux qui se lèvent jour et nuit pour refuser l'inacceptable, pour dire non à la bêtise, pour dire non à la compromission, pour dire non au sang versé inutilement, pour dire non au viol, pour dire non au pillage éhonté de nos matières premières. Il s'agit d'un débat essentiel, croyez-moi. S'il y a un pays qui mérite qu'on meure pour lui, c'est le Congo. S'il y a un pays qui mérite que l'on se mobilise pour lui, c'est le Congo. S'il y a un pays qui mérite aujourd'hui que nous nous réunissions, que nous fassions taire nos dissensions dérisoires, c'est le Congo. Le Congo a un avenir et nous y croyons. Raison pour laquelle nous avons lancé cet appel et merci d'y avoir répondu si massivement. Mais le jour du Congo, les jours de l'occupation sont comptés. Et nous avons voulu, à partir de Genève, à partir de cette plaque tournante des droits humains, lancer un appel en votre nom à tous, au nom des 8 millions de morts, au nom des femmes qu'on viole, qu'on bâillonne, au nom des enfants qui ne peuvent même pas s'asseoir sur un banc d'école, au nom de ces millions de sans-voix. C'est dans cette salle qu'il y a à peine une semaine, même pas. Nous étions ici avec Thierry Michel, Madame la veuve Chebeya, Baïzire Floribert, un confrère que nous avons côtoyé, salué, avec lequel on a mangé ici. Il y a eu le lancement, comme vous le savez, du film en avant-première, du documentaire saisissant de Thierry Michel, intitulé « Affaire Chebeya, un crime d'État », point d'interrogation. Dans cette même salle et à l'endroit où je me tiens, il y avait le ministre des Droits humains du Congo,
Luzolo Bambi, qui a donné sa perception, sa vision du Congo en ce qui concerne les droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme. Nous lui avons dit ce que nous pensons. Nous lui avons dit qu'il est impossible que des intelligences aussi brillantes se mettent au service de l'inacceptable. Que des intelligences aussi vives se mettent au service des causes perdues. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici et je vous remercie. Pour animer nos débats, nous avons fait appel à l'expertise du terrain, à l'expertise qui côtoie jour et nuit la violence, à l'expertise qui côtoie jour et nuit l'arbitraire. Ces experts, ces acteurs de terrain font partie de la société civile comme chacun de vous. La société civile est devenue un acteur incontournable de l'agenda international. La société civile a dans son palmarès plusieurs réalisations. On l'a vu à l'œuvre en 2001 à Durban, lors de la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination, la xénophobie et l'intolérance qui est associée. On l'a vu à l'œuvre en 2002 à Johannesburg, lors du sommet mondial sur le développement durable. On l'a vu à l'œuvre à New York, lors de l'examen à Genève, pardon, lors de la conférence d'examen de Durban. On l'a vu à l'œuvre à Genève en 2003, à Tunis en 2005, lors du sommet mondial sur la société de l'information. On l'a vu à l'œuvre à Kinshasa. On la voit à l'œuvre, cette société civile, à Bruxelles, à Toronto, en Suède. Je ne parle pas seulement de la société civile internationale, mais je parle aussi de vous, de nous, la société civile congolaise qui se lève, qui se met debout aujourd'hui, dans une mobilisation qui ne laisse plus personne indifférent. Je salue cette société civile au nom des organisateurs de ces panels. J'ai saisi cette occasion pour saluer notre sœur, Madame Awandiaï, qui a accepté de figurer parmi les organisations qui soutiennent ce panel. Je saisis au passage cette occasion pour saluer notre frère et ami, M. Deogracias Deyo Akizimana, président du CIRID, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue, qui a accepté également de soutenir ce panel. Je salue au passage le pasteur Daniel Delille avec notre sœur Liliane, qui reviennent du terrain et elle aura un petit mot à nous dire parce qu'elle a été aux élections. Nous allons en parler tout à l'heure. Je salue notre frère du Renadoc, Fernandez Mourola, qui vient du terrain et qui aura certainement dans le débat un mot à dire sur la mise en œuvre du projet mapping, du rapport mapping du Haut-Commissariat. J'en passe, je salue nos amis de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui ont fait les déplacements de Bienne, de Zurich, de Berne et d'ailleurs, de Neuchâtel, pour venir prêter main forte à cette délégation et faire entendre la voix de la raison et du bon sens dans ce débat que nous allons ouvrir. À ma gauche, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter celui qu'on ne présente plus, parce que le Congo, malgré la trahison, le complot ourdi à l'échelon international, a encore des amis. Le Congo a encore des amis. Nous avons encore quelques amis dans cette nuit obscure et opaque où nous nous enfonçons. Je présente donc l'honorable Laurent Louis, qui est député fédéral belge. Il est donc belge, ce que nous appelons les Noko, donc les oncles en lingala. Il vient de Bruxelles, il est arrivé hier avec son épouse. Il vient à Genève pour la première fois. Il vient pour la première fois à la rencontre. Il vient s'immerger pour la première fois avec les Congolais sur la plateforme que sont les Nations Unies. Donc, il prendra la parole dans la deuxième partie de notre débat pour dire quelle est la responsabilité de la communauté internationale après avoir dit celle qui revient aux Congolais. J'ai à ma droite M. Alexis Mutanda Ngoïmouana, qui est le coordinateur principal des élections au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est lui qui a été la cheville ouvrière de ce que nous avons vu à la télévision. Il a été au four et au moulin, au moule et au foulin, comme disent nos amis les humoristes. Donc, il aura des choses à nous dire par rapport à ces élections
dont on aurait pu faire l'économie. Dont on aurait pu faire l'économie parce que la question s'était posée à plusieurs reprises. Pourquoi nous allons à ces élections alors que rien n'a changé, alors que l'occupation demeure, alors que les tortionnaires sont encore là, alors que les bourreaux continuent à bâillonner, à mutiler, à zigouiller? Pourquoi allons-nous à ces élections qui sont d'avance perdues? Nous aurons la réponse, une réponse autorisée aujourd'hui, puisqu'il vient du cabinet de son Excellence, Monsieur le Président, Étienne Tshisekedi Omulumba. J'ai l'honneur de vous présenter Madame Mutanda, qui est à sa droite. Ils ont fait le déplacement de Kinshasa à Genève. C'est vous dire combien le débat qui nous occupe en vaut la peine. Je ne sais pas si j'oublie, non, je vous présente Monsieur l'abbé, qu'on ne présente plus. Sa renommée l'a précédé et le précédera partout où il ira jusqu'à la fin de ses jours. Dieu nous prête vie, je touche Dieu le bois. Donc, l'abbé Jean-Pierre Mbelou est animateur, brillant animateur, analyste politique, mais animateur de quoi? Animateur du groupe Épiphanie. Un groupe dont le nom, l'Épiphanie, la transfigure, monsieur l'abbé, l'Épiphanie c'est quoi? C'est la visitation de l'hommage? Oui, c'est beaucoup plus la manifestation de Dieu à plusieurs nations à travers les rois mages. Voilà, je ne vous l'ai fait pas dire. Donc voilà, monsieur l'abbé, nous sommes heureux de vous accueillir. Nous aurons l'occasion d'avoir votre perception du Congo d'aujourd'hui. Pourquoi le Congo retourne à la nuit? Pourquoi depuis 1996, le Congo n'arrive plus à faire entendre sa voix dans les forums internationaux, dans les débats où se discute le sort du monde, où se discute le sort des nations, où se discute le sort même du Congo? Le Congo est aux abonnés absents. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il ces violations des droits humains? Pourquoi sommes-nous allés aux élections si c'était pour les perdre d'avance? Pourquoi? Je m'arrêterai là. Si j'oublie quelqu'un, pardonne-le-moi. Donc nous allons ouvrir le débat. Je vais d'abord accorder la parole à son Excellence, Monsieur Alexis Mutanda, qui nous donnera en quelques minutes, chaque intervenant a 10 minutes, il va nous donner la situation du terrain. Qu'est-ce qui ne va pas au Congo? Le Congo est un grand malade. De quoi le Congo est-il malade? De sa classe politique, de ses dirigeants, de ses religions, de sa société civile, du manque d'éthique de sa classe politique, de la corruptibilité de ses leaders? Quelle est la racine du mal congolais? Que faire pour sortir du guêpier dans lequel nous nous sommes mis? Que faire pour que l'inacceptable qui nous talonne depuis tant d'années prenne fin, recule et prenne fin? Que faire pour mettre fin à la nuit afin que le jour se lève aussi pour le peuple congolais? Excellence, vous avez la parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, notre tâche ne sera pas très facile, étant donné que nous avons tellement de choses à vous dire, mais que nous n'avons que très peu de temps. Mais je voudrais quand même, disons, résumer notre pensée en quelques 10 minutes qu'on vient de m'accorder. Bon, le Congo est malade. Vous savez que pour résoudre la maladie du Congo, nous avons toujours pensé qu'il fallait démocratiser le pays, qu'il fallait installer l'état de droit au Congo et qu'il fallait tout faire pour assurer le bien social de la population. Parce que la population congolaise qui est indépendante depuis 1960, ça fait déjà plus de 50 ans, eh bien, le Congo aujourd'hui, je dirais qu'il a reculé de plusieurs années plutôt que d'avancer. Nous qui avons eu l'occasion de faire le tour des 11 provinces de notre pays, nous avons pu toucher du doigt la misère de ce peuple. La misère de ce peuple qui est assis sur des richesses, mais qui ne peut pas exploiter, qui ne peut pas profiter de ces richesses. Et tout le monde a pensé, y compris la communauté internationale, qu'il fallait la démocratie au Congo, pour qu'on puisse jouir de l'état de droit et afin qu'on puisse partager les richesses et les partager à la société et à la population. C'est ainsi que, messieurs,
l'Union pour la démocratie et le progrès social, mon parti, depuis déjà 30 ans, était sur le terrain pour pouvoir préparer cette population à faire aller aux élections. En 2006, on n'y est pas allé. Je ne veux pas revenir sur les raisons pour lesquelles on ne l'a pas fait, mais on s'est préparé pour qu'en 2011, nous puissions aller aux élections afin de démocratiser ce pays, c'est-à-dire apporter l'alternance. Vous avez bien travaillé, vous avez gagné, vous continuez. Vous avez mal travaillé, vous avez échoué, cédez la place à une autre équipe. Voilà la démocratisation du pays. L'état de droit, vous le savez, c'est la justice pour tout le monde. Eh bien, je peux vous assurer que le 28 novembre, le peuple congolais a répondu très nombreux aux élections du 28 novembre 2011. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, eh bien, tous les Congolais sont allés aux urnes et ils ont manifesté leur volonté. Alors quelle n'a pas été sa surprise, le jour de la publication des résultats, d'entendre la CENI déclarer tout à fait le contraire de ce que le peuple congolais attendait. Dans les résultats provisoires, il donnait à M. Kabila 49%, quelque chose, et à M. Tshisekedi qui était le gagnant, et plus presque 27%. Et nous avons écouté, évidemment, les observateurs. Il y avait le Centre Carter, l'Union européenne, il y avait l'Église catholique, il y avait l'Observance nationale, la Voix des sans-voix, et nos propres témoins, et tout, et tout. Et alors nous avons entendu des échos qui prétendaient que, par exemple, du côté américain, le Sénat, qui hésitait, qui disait, mais probablement que ces résultats proviennent, mettons, plutôt de manque d'expérience ou de manque d'organisation. Et il faut voir si c'était vraiment, disons, par la volonté délibérée qu'on est arrivé à ces résultats, qui ont d'ailleurs été confirmés par un arrêt de la Cour suprême de justice. Lequel arrêt de la Cour suprême de justice jusqu'à ce jour? Parce que c'est depuis le 16 décembre, messieurs, mesdames, que cette Cour a émis son arrêt. Eh bien, cet arrêt, vous ne le trouverez nulle part. Il n'a jamais été publié, il n'a jamais été promulgué, et on ne sait même pas de quelle manière cet arrêt a été formulé. Et alors, il y avait également une phrase dans le rapport du Centre Carter que vous avez tous vu, qui disait que, parce que évidemment, ils examinaient, enfin, ils donnaient leur rapport sur des résultats qui venaient encore de sortir, ils n'avaient pas encore la totalité de la situation, et ils disaient, bon, ce que nous venons de dire, donc c'est-à-dire les résultats qu'ils venaient de donner, que peut-être ça ne pourrait pas, disons, on ne sait pas si ça va changer l'ordre d'arrivée, et tous les diplomates, les ambassadeurs ont sauté là-dessus pour dire, voilà, le Centre Carter a dit que ça ne va pas changer l'ordre d'arrivée des choses. Alors, avec tout cela, nous avons pris la responsabilité en tant que bureau central de campagne de l'UDPS pour la République démocratique du Congo de faire un rapport. Un rapport qui est articulé en deux parties, messieurs, mesdames. La première partie, nous voulons démontrer que la fraude que vous avez, les irrégularités dont vous avez entendu parler, la fraude dont on parle, eh bien, c'est une fraude qui a été préparée ou organisée, encadrée par, disons, M. Kabila, et qui a été, disons, préméditée. Et nous l'avons démontré. De quelle manière nous l'avons démontré? C'est que nous avons, je vais vous dire d'ailleurs de quelle manière, très rapidement, et dans la deuxième partie de ce rapport, nous avons démontré, chiffres à l'appui, que c'est M. Tshisekedi qui a gagné les élections et non pas M. Kabila. Les chiffres à l'appui, s'il vous plaît. Alors, dans la première partie, nous voulons démontrer que la fraude a été préméditée. Préméditée de quelle manière? Regardez un peu en 2006, au deuxième tour, lorsque M. Kabila et M. Mbemba se disputaient au deuxième tour, eh bien, vous savez très bien de quelle manière ça s'est terminé, parce que vous avez suivi, disons, les résultats. Ça s'est terminé sur une montagne de cadavres sur le boulevard du 30 juin.
Pourquoi? Parce que Mbemba contestait déjà en 2006 les résultats des élections. Et alors, comme les deux étaient armés, ils se sont battus et M. Kabila a prêté serment sur une montagne de cadavres. Et ça, vous l'avez suivi. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait comme opposition sur le terrain? Pas grand-chose. Vous vous rappelez qu'à cette époque, M. le président Tshisekedi était malade, était en Europe. Et puis, il y avait sur le terrain pratiquement le MLC avec Mbemba qui avait des problèmes de justice. Eh bien, ils avaient pratiquement, pour 2011, le PPRD ne voyait pas qui pouvait s'opposer et ils étaient tranquilles. Jusqu'au moment où, évidemment, M. Tshisekedi, qu'on croyait mort, revient au pays au mois de décembre 2010, évidemment étincelant de santé, et avec une population très nombreuse qui était venue l'accueillir. Et quelques temps après, le 24 avril, il se trouve au stade Tata Raphaël avec pratiquement toute la ville de Kinshasa qui s'était déplacée. Et puis quelques temps après, avec sa tournée au Katanga, c'était encore, si vous voulez, disons, un homme populaire d'un charisme exceptionnel qui drainait des masses exceptionnelles également derrière lui. Alors ces messieurs ont paniqué, ils ont dit mais ça devient très dangereux. Les élections que nous croyons faciles en 2011, ça ne va pas l'être. Alors ils ont commencé à monter ce qu'on peut appeler, messieurs, mesdames, une véritable architecture disons, de fraude. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord monter une commission électorale indépendante qui n'a d'indépendant que de nom, constituée uniquement de 7 membres du bureau, tous les 7 des membres des partis politiques, et 4 de la majorité présidentielle et 3 de l'opposition. Mais ils ont exclu la société civile. Alors, quelle indépendance vous pouvez obtenir lorsque vous n'avez que des partis politiques et dont le président, s'il vous plaît, de la CENI, qu'on appelle la commission électorale indépendante, dont le président, M. Mulunda, était de la famille politique de M. Kabila. Et il y en a même qui prétendent qu'il est de la famille. Donc, vous pouvez voir de quelle manière cette CENI a joué son rôle pendant tout le processus. Ensuite, vous avez le Parlement. Mais le Parlement de M. Kabila, de 2006 à 2011, mais c'est un instrument entre les mains de M. Kabila pour, justement, dans le processus électoral. De quelle manière? Vous l'avez vu vous-même, ils savaient déjà très bien qu'avec un deuxième scrutin, ils allaient avoir des problèmes. Ou plutôt avec un deuxième tour présidentiel, ils allaient avoir des problèmes. Donc, il fallait réviser toute la Constitution pour ne laisser qu'un premier tour, de telle manière à vivre, évidemment, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire, premier tour, on fraude, etc., on tourne dans la page et puis on passe à autre chose. Et voilà le résultat, évidemment, du Parlement de M. Kabila, tout comme également ce même Parlement a mis en place des lois électorales qui n'avaient rien de loi que, disons, ce qu'ils avaient écrit, parce qu'eux-mêmes ont systématiquement violé cette loi. Après cela, ils ont mis également en place ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en fait pour freiner la presse qu'on appelle de l'opposition et encourager évidemment la presse. Et vous allez voir que pendant la campagne électorale, M. Kabila est intervenu, au moins sa famille électorale, de plus de 86% du temps de choses de parution, tandis que les autres, les caméras, M. Tshisekedi, c'est sa famille, 1%. Donc vous pouvez déjà voir de quelle manière ce truc était monté. Ensuite, vous avez la Cour suprême de justice. Ça, c'était pour clôturer les choses. Ils ont monté une Cour suprême de justice qui n'a rien de justice que le nom. Parce que cette Cour de justice a été montée d'abord par M. Kabila, la veille de la campagne électorale, avec des personnages que vous-même, vous pouvez imaginer. Et ces messieurs ont prêté serment, messieurs, mesdames, ils ont prêté serment devant Kabila pendant la campagne électorale. Donc ils ont prêté serment, non pas devant un chef de l'État, mais devant un candidat numéro 3 à la chose. Donc vous pouvez voir de quelle manière cette Cour suprême de justice, qui est dans le processus électoral comme le terminal, et de quelle manière il pouvait évidemment rendre. Et puis ensuite, il y a eu l'instrumentalisation de la territoriale.
Mais la territoriale, la plupart des gouverneurs des provinces, ce sont des gens de PPRD. Et la territoriale, c'est-à-dire les bourgmestres, les maires, les administrateurs des territoires. Depuis 2006, on attendait qu'on puisse organiser les élections locales et municipales. Ils ne l'ont jamais fait. M. Kabila a procédé avec ses décrets et ses ordonnances à nommer tous les bourgmestres, les maires et tous ces machins pour que ces messieurs puissent lui être fidèles pendant la période électorale. Alors, et ensuite, il y a eu l'armée nationale. Mais l'armée nationale et la police nationale et la garde présidentielle, mais tous ces messieurs, évidemment, ont été également utilisés pendant la campagne électorale. Et dans le rapport qu'on a fait, vous verrez même des images des jeunes, des enfants congolais, des images des jeunes, des mamans, etc., violées, et puis des têtes coupées, et puis avec des couteaux dans le cœur, etc. Tout cela pour interdire les manifestations, interdire ceci, cela, etc. Et puis ensuite, vous avez cette même armée qui s'est arrangée pour que le candidat numéro 11, qui est le président Tshisekedi, qui devait clôturer sa campagne électorale de manière brillante. Après avoir été partout, il devait clôturer sa campagne électorale à Kinshasa. On l'a empêché d'atteindre le stade et d'ailleurs au risque de sa vie, parce que l'avion venait de Matadi, il devait atterrir en Djili. En Djili, on les a fait tourner en rond et ils sont rentrés à Brazzaville, ils ne pouvaient pas atterrir. Et puis finalement, l'essence commençait à diminuer. Et alors on leur dit atterrissez en Ndolo. Ils ont atterri en Ndolo au risque évidemment de la vie et du président et de son épouse et de tout l'équipage. Et on l'a empêché évidemment de rencontrer sa masse qu'il attendait, etc. Donc vous voyez de quelle manière tous les organes qui étaient impliqués dans le processus électoral étaient instrumentalisés au point que, disons, lorsque les élections sont arrivées, on savait de quel côté, évidemment, ces gens travaillaient. Alors, la fraude électorale, vous voyez déjà comment tout ça a été préparé. Et la fraude électorale, le calendrier électoral, le fichier électoral et le serveur central. Le serveur central, c'est le machin là, le gros machin, où tous les résultats arrivent, etc., de l'intérieur et de l'extérieur. Et là-dedans, il y avait, dans ce ventre de ce machin, il y avait des histoires déjà là-dedans. Parce qu'il y avait des enfants, des écoles des enfants mineurs, qui étaient déjà enrôlés. Et puis, comme on sait que le jour de vote, ces enfants ne peuvent pas venir se présenter. Vous voyez un petit bonhomme avec un petit visage, et qui ne peut pas venir, évidemment, son numéro avec sa carte était déjà pratiquement dans le serveur central. Tous ces militaires, tous ces doublons, les étrangers et tous ces gens qui détenaient illégalement, disons, des cartes d'électeurs, leur numéro, vous avez entendu à un moment donné que dans certains villages, les gens achetaient des cartes d'électeurs. Et pourquoi ils les achetaient? C'est parce qu'il fallait prendre les numéros et jeter ces numéros quelque part. Ça allait où? Dans le ventre de ce grand ordinateur, etc. qu'on appelle. Alors, à l'opposition, on a tout fait pour qu'on aille voir ce qu'il y avait là-dedans. Les doublons, les fictifs et tout ce monde-là. Et on n'a jamais eu accès à ces serveurs centrales. Et même les observateurs internationaux. Messieurs, mesdames, si vous lisez les rapports de Carter, de l'Union européenne, eh bien, tous se plaignent qu'ils ont demandé de voir ce truc et personne n'a autorisé à le faire. Le fichier électoral, la même chose. Alors, vous avez le cas des bureaux fictifs. Mais les bureaux fictifs, c'est quoi? Une cartographie qu'on vous présente, voilà la cartographie où se trouvent les 63 000 bureaux de vote. Nous disons très bien, donnez-nous la cartographie pour que nous puissions voir où ça se trouve. Eh bien, vous cherchez sur cette cartographie, vous allez sur le terrain, ce qui est sur la cartographie ne coïncide même pas avec ce qui est sur le terrain. Beaucoup de bureaux qui manquaient. Alors, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, qu'est-ce qu'il y avait? C'est qu'ils ont pris la même cartographie qu'en 2006 et ils l'ont appliquée à 2011. Or, en 2006, ils prétendaient avoir, je crois, 26 ou 27 millions de personnes enrôlées, tandis qu'en 2011, c'était 32 millions qu'ils prétendaient. Donc, une différence de 6 millions. Mais c'est cet ajout de 6 millions en 2011
devait également correspondre à une augmentation des bureaux de vote. Mais ces bureaux de vote, on ne les voyait nulle part. Et tout ça, c'était des bureaux fictifs qu'on cherchait sur le terrain et qu'on ne trouvait pas. Vous avez appris vous-même que le jour de vote, il y a eu des bulletins qui venaient de quelque part, Afrique du Sud ou ailleurs, il y avait des bourrages, il y avait même sur les listes de 11 candidats présidentiels. Eh bien, vous trouvez, moi j'étais dans ma circonscription électorale le jour de vote, parce que moi-même j'ai été élu en Bujumaï. Alors je me trouvais là, et bien on m'a apporté des bureaux, ou plutôt des bulletins de vote, où on ne voyait que 10 personnes, c'est-à-dire sur 11 candidats présidentiels. Et comme le nom de Tshisekedi se trouve à la fin, numéro 11, eh bien on avait coupé carrément sa photo, et alors, les gens arrivaient, mais où est-ce qu'on va cocher, mais où se trouve? Alors vous vous posez des questions, vous mettez, on vous fout dehors, etc. Donc il y a eu tous ces désordres-là. Les témoins n'en parlons pas. Mais les témoins, nous avions également des témoins dans les bureaux de choses, mais au Bandundu, au Katanga, et dans certaines parties du Nord Kivu. Mais ces témoins étaient tout simplement chassés de bureaux. Et quand ils ne pouvaient pas, etc. Donc on arrivait. Donc il y avait des tricheries évidemment à tous les coins. L'affichage des listes électorales. Mais l'affichage, vous avez votre carte, vous savez que vous avez été enrôlé dans tel bureau, et le jour où vous allez pour voter, vous regardez sur les listes, votre nom n'est pas là. Mais pourquoi le nom n'est pas là? On vous dit non, la direction de la CENI a décrété que si vous ne voyez pas votre nom, allez voter dans n'importe quel bureau de vote. Évidemment, vous comprenez très bien que vous êtes dans la liste de ce qu'on appelle la liste de dérogation. Et dans cette liste de dérogation, ce sont des millions, et on a calculé avec le centre Carter, avec l'Union européenne, avec nous-mêmes, qu'on totalisait à peu près 3 millions, s'il vous plaît, 3 200 000 omis sur... Et alors, vous comprenez que lorsqu'une personne, avec sa carte d'électeur, peut aller voter dans n'importe quel bureau, eh bien, ça facilite très simplement le vote des étrangers, le vote des interdits, comme les militaires, comme les policiers, tout cela, on pouvait voter n'importe où, donc ça allait très bien. Alors, il y avait évidemment des bureaux de vote n'ayant pas fonctionné. Vous allez quelque part le bureau, ou plutôt le centre, parce que le centre comprenait un certain nombre de bureaux de vote. Eh bien, vous allez là, le bureau de centre là n'existe pas. Comme je vous ai dit, ça c'était fictif. Donc ce bureau n'existe pas. Mais quand on regarde maintenant dans les résultats, on trouve que nos amis de la CENI avaient mis un bureau quelque part ou un centre quelque part, et ils ont tout simplement, donné à ces bureaux comme s'ils avaient fonctionné, et ils avaient même tout simplement ajouté des noms et tout cela. Donc, des bureaux n'ayant pas fonctionné. Alors, les irrégularités, il y en a eu tellement que, évidemment, c'était même difficile, évidemment, Il y avait des cas, comme dans certaines villes, évidemment, ça vous le savez, comme dans la ville de Kabongo, comme à Kanyama, comme à Medemankulu, où vous trouvez que Kabila a été voté à 100%. 100% dans une ville, dans un centre comme Medemankulu, par exemple, prenons celui-là, 100%. Mais 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu autant d'enrôlés et il y a eu autant le même chiffre qui a voté. Or, Medemankulu, vous savez, c'est un territoire. Et vous le savez très bien qu'un territoire est composé de secteurs. Et chaque secteur est composé en groupements, c'est-à-dire les chefferies, les villages, etc. Mais de quelle manière, dans tous ces centres, dans tous ces villages, dans tous ces coins les plus reculés, vous puissiez avoir tous les enrôlés, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été enrôlés plusieurs mois en avance, et bien le jour du vote, ils étaient là à 100%. Et nous parlons de quoi? De 250, 200, 300 000 personnes qui se sont déplacées de cette manière-là. Et tout comme aussi vous trouvez toujours dans les mêmes parages, toujours au Katanga évidemment, des bureaux ou plutôt des centres où la compilation, on vous dit que non, ce centre de compilation, lui, il a totalisé 100%. 100% de compilation. C'est-à-dire quoi, messieurs, dames? Ça veut dire tout simplement que tous les, les bulletins de vote qui ont été votés, disons tous les bureaux de vote éparpillés à travers le territoire,
ont été, disons, rassemblés et ils se sont retrouvés dans des centres de compilation à 100%. Donc aucun papier n'est perdu, etc. Or, vous savez très bien, dans notre pays, combien les routes sont difficiles, les déplacements et tout. Et tous les rapports des observateurs internationaux, ils affirment que la compilation s'est faite de manière chaotique, que c'était D'ailleurs, il y a même des photos que nous avons montrées ici, où vous trouvez dans des centres de compilation des papiers dispersés, je ne sais même pas s'ils se sont retrouvés eux-mêmes. Et vous partout et tout ça. Mais vous arrivez, pour la ville de Kinshasa, hein, où on sait très bien que la ville de Kinshasa est pro-Tshisekedi, etc., eh bien, vous trouvez, ils ont tout simplement perdu plus de 2000 PV de bureaux de vote. Alors c'est pour vous dire que je n'ai pas le temps évidemment d'aller dans tous les détails, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Nous sommes arrivés à une conclusion. La conclusion c'est laquelle? C'est que les irrégularités dont on parle, ce n'est pas des irrégularités dues au manque d'organisation, messieurs, mesdames. Ce n'est pas des choses, une fraude, disons, qui s'est retrouvée là-bas par hasard, par manque d'expérience ou quoi. C'est tout simplement une fraude qui a été organisée, encadrée et préméditée du début jusqu'à la fin. Or, nous pouvons maintenant tirer des conclusions. Lorsque disons, une fraude est organisée, et vous savez qu'en droit, on dit que la fraude corrompt tout. Et ceux qui connaissent le latin, fraus omnia corrumpit. Ça veut dire qu'une fraude, lorsque un acte a été acquis par la fraude, eh bien cet acte est nul et de nul effet. La présidence de M. Kabila est basée sur la fraude, et la conséquence est que cette présidence est nulle et de nul effet. Et que M. Kabila est tout simplement disqualifié. Il devait être même déjà disqualifié en tant que candidat. En tant que candidat, pourquoi? Parce qu'il y a la loi électorale, messieurs, mesdames, la loi électorale qui dit que lorsque un candidat utilise les biens de l'État, utilise les moyens de l'État, utilise le personnel de l'État pour faire sa campagne, eh bien, ce monsieur doit être disqualifié. Eh bien, c'est ça que Kabila a fait pendant toute la campagne électorale. Et l'UDPS n'était pas aveugle, il a vu tout ça. On a vu les photos de M. Kabila sur les murs de RTNC, sur les bâtiments officiels, etc. Il utilisait l'avion de l'État et tout. Alors l'UDPS a fait une lettre à la CENI en disant ce monsieur, en tant que candidat, doit être disqualifié parce que voilà la loi. Eh bien, tout simplement, la CENI a ignoré complètement cette disposition et n'a jamais répondu à la lettre. Deuxièmement, M. Kabila devait être également disqualifié en tant que chef de l'État. Pourquoi? Parce qu'il a violé la Constitution à plusieurs reprises. Je vous ai dit ici qu'on a vu sa garde républicaine à tirer sur les enfants, tirer sur les gens. Et ce n'était pas seulement les manifestations, des manifestants. Il était même à certains moments, il tirait même sur les passants. Donc il voit quelqu'un passer, ben, il tirait dessus. La garde présidentielle. Donc la garde de M. Kabila. Or, ce monsieur a prêté serment constitutionnel devant, je ne sais pas, c'était de la vidéo devant les juges de la Cour suprême, en disant qu'il doit protéger les personnes et les biens, etc. Donc, tous ces serments-là, il a tout simplement... Donc, ce monsieur devait être disqualifié, même en tant que président de la République. Non seulement sa présidence est basée sur la fraude, mais également il a commis, disons, des choses. Alors, nous passons maintenant à la deuxième partie. Et la deuxième partie, évidemment, concerne le résultat des votes. M. Kabila, d'après la CENI, avait totalisé quelque chose comme 8 millions de voix contre 5 millions de voix à M. Tshisekedi. Mais lorsque nous considérons les résultats qui ont été publiés, promulgués par la CENI et confirmés par la Cour suprême de justice, messieurs, mesdames, je vous dis qu'il n'existe aucune stupidité qui est dans le monde qui puisse valoir celle-là. Vous trouverez dans plusieurs CLCR, c'est-à-dire les centres de compilation, des PV
nous avons les PV que nous avons obtenus de nos témoins, c'est-à-dire les quelques PV qu'on a eus. Parce qu'on avait plus de 10 000 PV, mais quand ils sont venus envahir notre permanence, ils ont emporté tout. Et il nous reste maintenant quelques 6 000 ou 7 000 PV sur lesquels on travaille. Et alors, on prend ces PV avec les signatures des témoins, c'est-à-dire non seulement de nos témoins, mais également des témoins de nos alliés, même de certains observateurs. Et alors, on compare maintenant avec les chiffres qu'eux, ils ont donnés dans le CD-ROM. Parce que ça, ils ont mis évidemment sur leur site. Mais il y a des choses invraisemblables. Même si on veut tricher, on ne peut pas tricher de cette manière-là. Mais vous prenez les PV que nous avons, vous alignez à côté de leurs chiffres, et bien vous trouverez que ces messieurs, dans plusieurs cas, mais on voit M. Tshisekedi a autant, et bien on prend 100 voix, on met donc Tshisekedi moins 100, là-bas plus 100. Tshisekedi moins 200, là-bas plus 200. Tshisekedi moins 50, là-bas plus... Mais c'est quoi ça? Donc tout simplement comme ça. Donc vous avez des PV où vous prenez nos colonnes par rapport à leurs colonnes, et bien vous voyez ces transferts de voix, non seulement au Katanga, mais au Kasaï oriental, à Kinshasa, etc. Et alors, nous avons dit, bon, tout ça c'est très bien, puisque nous avons pris carrément tous ces PV falsifiés. Nous avons additionné tout ce qui a été fait des choses, nous avons fait des extrapolations sur l'ensemble du pays et on a dégagé un chiffre. On a dit, tout ce qui lui a été cédé, on lui retranche ça. Parce que ça lui a été donné frauduleusement. Il y a des bureaux de compilation. Alors, ça c'est encore plus grave. Parce qu'ils disent que ces bureaux, eux, ils n'ont pas compilé ça. Mais nous avons des PV de ces bureaux-là. Au moins 500 bureaux sur, évidemment, les quelques PV qui nous restent, c'est-à-dire 6 000 à 7 000. Et nous regardons, nous voyons qu'il y a au moins 500 ou 600 cas où ils n'ont pas compilé, pour quelle raison, je ne sais pas, mais nous avons ces PV-là. Et quand vous regardez là où ils n'ont pas compilé, mais c'est incroyable, vous trouverez Tshisekedi avec peut-être, si lui il a 100%, Kabila peut avoir 30 ou 40%. Donc c'est fait tout à fait exprès. Ils n'ont pas compilé des PV qui ne leur plaisaient pas. Et alors quand on fait tout cela, on dit, bon, très bien, faisons de l'extrapolation sur l'ensemble, etc. Nous dégageons un chiffre et nous disons, voilà, Kabila ceci, c'est autant. Et il y a les cas que je vous ai cités tout à l'heure, des bureaux qui n'ont pas ouvert leurs portes. Parce que sur le terrain, l'Observateur national, la Voix des sans-voix, l'Église catholique confirment que ces bureaux-là n'ont pas ouvert. Mais ces messieurs, eux, ils ont tout simplement compilé ça et ils ont sorti des résultats. Ça vient d'où? On ne sait pas. Alors on a dit, bon, tous ces bureaux-là, on a fait nos calculs. Et puis ensuite, nous prenons les omis. Mais 3 200 000 omis, la liste de dérogations. Vous savez comment ça se passait avec ces omis? C'est qu'un monsieur qui a sa carte d'électeur, il ne voit pas son nom, il entre, et bien lorsqu'il entre à l'intérieur, on lui dit, bon, allez voter, tout ça. Et quand il revient, on met son nom non pas sur la liste, disons, officielle, mais ils ont des listes qu'on appelle des listes à part, et ça totalise 3 millions pour l'ensemble du pays. Mais vous croyez que la CNI a triché avec tous ces millions? Pourquoi? Pour faire des plaisirs à Tshisekedi ou bien à Kamere? Mais c'était pour remplir évidemment le sac de leur chef. Alors tout cela, évidemment, on a calculé. On a également tous ces bureaux fictifs, etc. Nous avons fait notre disposition et je peux vous assurer que nous sommes arrivés à un résultat qui est tout à fait le contraire, c'est-à-dire ils ont tout simplement renversé les choses. Sur les PV que nous on est arrivé à quelque chose comme entre 49 et 50% pour M. Tshisekedi, contre combien? 26% à Kabila. Et nous arrivons à un total, eux ils ont déclaré que c'est 18 millions de personnes qui ont voté, mais quand on fait les calculs, on trouve que c'est plutôt 14 millions. Et ces 14 millions d'ailleurs correspondent à un autre calcul que nous avons fait. Nous avons fait un calcul mathématique en disant, si dans chaque bureau, une personne mettait, mettons, 3 à 4 minutes pour faire ces opérations et tout cela,
Et si nous prenons l'ensemble des 63 000 bureaux qu'eux, ils ont prévus dans leur programme, et que nous donnons pour chaque bureau une moyenne de 10 à 11 heures par jour, eh bien, nous arriverons à peu près à combien? Eh bien, nous tombons exactement au chiffre auquel nous on est arrivé. Nous, on est arrivé à 13 900 quelque chose, et ce calcul nous donne 14 millions. Donc, ça veut dire que les votants réels, c'est 13 à 14, c'est aux environs de 14 millions, mais eux, ils ont mis 18 millions. La différence, là, de 4 millions, ça vient d'où? Mais ça vient de tous ces omis, des fictifs, des doublons, de tout trucs, etc., qu'ils ont essayé. Alors, voilà comment on est arrivé, évidemment, à établir la vérité sur base également des chiffres. Alors, ça, évidemment, ça se trouve dans ce rapport que nous avons amené quelques copies pour certaines personnes qui sont intéressées. Et lorsque nous faisons maintenant un autre exercice, nous disons, bon, nous n'avons pas beaucoup de PV, mettons les 7000 PV que nous avons, voyons un peu ce que ça nous donne. Nous avons tout simplement encodé ces choses-là. Pour le Katanga, le Kasaï oriental, l'occidental, le Maniema, etc., et le Bandundu, eh bien, la ville de Kinshasa, eh bien, lorsque nous encodons tous ces PV que nous avons directement, eh bien, nous arrivons à une différence exceptionnelle. M. Tshisekedi arrive en tête avec au moins 66% et M. Kabila avec 25 ou 23%. Donc c'est pour vous dire que dans tous les cas de figure, lorsque nous avons essayé évidemment de faire de la gymnastique, on arrive toujours à cette vérité qui est que... Alors aujourd'hui, évidemment, la situation est telle que nous avons l'impression que tout le monde semble accepter... Et bon, je voulais parler aussi des réactions de certains organismes. L'Église catholique, évidemment, vous avez très bien suivi. L'Église catholique n'a pas mâché les mots. Ils ont dit qu'il faut établir la vérité des urnes. Il faut établir la justice. Et Monseigneur Monseigneur est allé même très loin. À RTBF, il a tout simplement dit M. Tshisekedi a gagné cette élection. Et puis la Radio Vatican a dit la même chose. L'ambassadeur de MONUSCO à Kinshasa, dont le représentant M. Nice. Mais lorsqu'on était en train de publier les résultats partiels, eh bien, en privé, il a avoué, oui, effectivement, les premiers chiffres donnent avantage à M. Tshisekedi, mais il faut attendre la fin, etc. Donc, lui, il savait qu'en allant vers la fin, on allait trouver les résultats. Donc, il y a une complicité, il y a une duplicité, il y a, disons... Alors, la situation aujourd'hui, évidemment, est tout à fait, disons, traumatisante, parce que vous avez une démocratie qui devait aller de l'avant et dont la population attendait beaucoup, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui où nous vous parlons, le traumatisme qui se trouve et dans le cœur et dans les esprits des personnes qui vivent dans ce pays-là. À l'intérieur du pays, on vous téléphone tous les jours. Messieurs, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Et qu'est-ce qu'on devrait faire, etc. Et on attendait beaucoup, évidemment, disons, de la communauté internationale. Mais la communauté internationale semble être tout simplement en train de tourner la page, comme si de rien n'était. On parle de dialogue. C'est comme si quelqu'un vous vole votre voiture, on attrape ce monsieur-là quelque part, on vous dit non, il faut essayer de voir ce monsieur pour dialoguer avec lui. Mais vous allez dialoguer avec lui sur base de quoi? Mais qu'il vous remette d'abord votre voiture, et puis ensuite vous voyez comment vous pouvez parler de pénalités, autre chose. Ici, on nous a volé la victoire, et cette victoire devait être récupérée. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous remercions beaucoup et nous félicitons surtout nos compatriotes qui sont à l'étranger, parce que en complicité avec leurs frères et sœurs qui sont au pays, eh bien, ils ont fait vraiment un travail de titan. Ils ont fait un travail de sensibilisation, un travail disons, de la communauté internationale, aussi bien à Washington qu'au Canada, à New York, au Canada, en Belgique, en Suisse, disons en Allemagne, etc. Et je peux vous assurer que tout ce travail qui a été fait
a apporté vraiment des fruits, mais il faut continuer et il faut... donc je serai évidemment à votre disposition, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je serai disposé à répondre à toutes les questions que vous aurez posées. Merci.